améliorer l'explicitation et l'objectivation des apprentissages en classe avec l'utilisation de la solution Classroom Screen. Nous accueillons Hiba Foukaln, enseignante au lycée français Guy de Maupassant de Casablanca au Maroc. Je vous en prie, vous pouvez monter. Alors, elle aurait dû témoigner aux côtés de Lawrence Coppers, qui est fondateur de Classroom Screen, mais qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. Je crois qu'il y a une petite vidéo, une courte vidéo de sa part, et puis ensuite, vous nous présenterez donc l'utilisation que vous avez faite de cette solution. Je vous remercie. Merci. Alors, bonjour à tous. C'est Hiba Foukaln, enseignante en CM2 depuis 5 ans bientôt. Je suis toute seule aujourd'hui, donc soyez cléments par rapport aux questions. Alors, on commencera la présentation. Alors, je vais vous demander de sortir, j'arrive pas à voir le code QR. Oui, alors je vais afficher le QR code, oui, puisque... mais on ne le voit pas ici. Attendez. Voilà. Alors, je vais vous demander de sortir vos smartphones, tablettes et de scanner le code QR, s'il vous plaît. Alors, la question était de donner un mot pour décrire ce qu'est un digital board pour vous. Alors, déjà, on remarque pas mal de réponses communes entre tableau interactif, tableau numérique, etc. Alors, on va faire la distinction un peu plus tard entre un tableau interactif et un digital board. Alors, un digital board, la traduction classique, ça serait un tableau virtuel. Donc, ça ne nécessite pas forcément d'avoir un tableau du style TBI ou TNI. On le verra un peu plus tard. Alors, on va commencer d'abord par les difficultés que j'ai rencontrées dans ma classe, essentiellement dans ma classe de CM2. Alors, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans d'autres niveaux, au premier degré, au niveau de la maternelle et de l'élémentaire. Mais très rapidement, je me suis cognée contre un mur qui est l'explicitation et qui est un peu le cauchemar de pas mal d'enseignants. Ensuite, on passera à la problématique. On expliquera plutôt ce que c'est que l'explicitation, ses enjeux, les solutions que j'ai pu trouver. Et on passera directement à la solution EdTech que je vous propose aujourd'hui. Alors, si on revient un peu dans l'historique et qu'on voit un peu toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'enseignant, là je m'adresse un peu aux enseignants qui sont dans la salle. Dans les deux configurations que j'ai essayées, en tout cas en classe, la configuration frontale et la configuration en classe flexible ou coopérative. Alors j'ai mis slash flexible parce que pour moi flexible ne veut pas dire grand chose, c'est plus une flexibilité en termes de mobilité dans la classe ou de mobilier. Je préfère nettement l'appellation de classe coopérative. Alors, si on prend la configuration d'une classe frontale, c'est une classe frontale où l'enseignant est devant ses élèves, les élèves sont en rang d'oignon, c'est très descendant, ils écoutent et le prof parle. Alors, les principales difficultés dans ce cas-là, c'est l'impossibilité de capter déjà l'attention de tous les élèves. Alors, si on a la chance d'avoir des effectifs assez légers, entre 20 et 24,
des fois dans des classes un peu plus costauds, 24, 30, voire même 32 dans certains départements, dans certains établissements. C'est extrêmement difficile de capter même le tiers de l'attention des élèves. Alors, ceux qui ne comprennent pas et qui sont en général au fond de la classe restent généralement discrets. Alors, ils ne se manifestent pas, on lève très rarement la main pour demander de l'aide et on se cache derrière les autres. Et du coup, l'enseignant se retrouve à interagir avec ceux qui sont devant ou ceux qui veulent bien participer. Du coup, la différenciation qui est donner sa chance aux très bons, enfin challenger les très bons et donner la chance à ceux qui le sont moins, est très, très limitée. Donc on n'a pas le temps, dans une configuration pareille, de passer voir chaque élève et vérifier si la compréhension de la notion a été faite ou acquise. Alors, je me suis rendu compte très facilement, très rapidement aussi que cette configuration ne m'allait pas et qu'il était absolument inconcevable de laisser autant d'élèves derrière, surtout quand on est au premier degré. Et comme l'a dit la collègue, la confrère de tout à l'heure, on n'a pas que le français et les maths à faire, on a les sciences, l'histoire, la géographie, etc. Et on n'a pas forcément... C'est un peu notre ego aussi d'enseignant d'être une volonté de performance, mais on n'a pas envie surtout plutôt de laisser des élèves sur le côté. Alors, je suis passée rapidement dans une configuration d'une classe coopérative où essentiellement on travaille en petits groupes, en atelier. Donc c'est des choses enfin c'est des rotations, hein, c'est des groupes restreints. Des fois, alors si on prend par exemple un groupe de 25 élèves, on peut choisir une configuration de 5 groupes de 5, que ça soit rotatif, interdisciplinaire, ou que ça soit une seule discipline, ou qu'on prenne la même notion et qu'on la travaille 5 fois différemment. On peut tout à fait avoir des configurations où on a une moitié de classe qui fait un travail autonome et l'autre moitié divisée en petits groupes, et on arrive plus ou moins dans cette configuration-là à voir et à constater ce qui n'a pas été acquis lors des moments de classe entière, et de trouver des solutions pour y remédier. Alors, le problème avec ce genre de configuration, c'est que c'est énormément de travail en amont. C'est beaucoup de préparation. Alors, entre les 24 heures officielles face à élèves, il faut avoir 24 heures derrière pour le faire. Et je n'exagère pas. On y passe ses soirées, on y passe ses week-ends, on y passe une bonne partie de ses vacances, et même les vacances d'été. Donc, si on est le seul dans son niveau ou le seul dans son cycle ou dans son établissement à avoir une configuration pareille, on est en train de se débattre à contre-courant. Ça n'a pas de sens, on n'a plus de vie. Mais on y va quand même quand on est prof, ça encore une fois, ça c'est assez classique. On s'y met, on se dit oui, on sent une différence sur le terrain, donc on le fait. Il n'y a pas de souci, on se dit avec le temps ça va se tasser, on va capitaliser d'une année à l'autre. Alors, le problème aussi qu'on rencontre, c'est que s'il y a plusieurs ateliers, il y a plusieurs consignes. L'enseignant est constamment sollicité parce que ça demande quand même un grand temps, beaucoup de mois, des semaines et des mois d'adaptation au niveau des élèves, parce que c'est différent pour eux. Et puis, on a surtout tendance à aller vers la facilité, à demander directement au prof. Et même quand on donne des consignes imprimées sur la table, affichées quelque part dans la classe, on est tout le temps sollicité. Alors, la gestion du temps est plutôt ingérable. Alors, c'est très difficile alors si on a prévu 20 minutes pour ça, alors qu'on est pour l'atelier 1 par exemple, et qu'on est à l'atelier 2, comment on contrôle et comment on gère le temps de l'atelier 1? Qui va le contrôler? On parle de gestion du temps, mais aussi de la gestion de classe, parce que quand on passe dans une configuration pareille, le temps monte. Hein. C'est plus la classe calme où tout le monde écoute sagement le prof. Ça parle beaucoup, ça jase. Et puis c'est une classe, on va dire qu'elle est animée, pour rester gentil, mais à un moment l'animation devient un peu plus présente. Et en fait, même dans cette configuration-là, au fond, pour revenir sur chaque atelier, faire l'assessment, dire ce qui a été assimilé ou pas, on ne peut pas se dupliquer dans tous les groupes, et on revient aux mêmes conclusions que la configuration initiale, qui est la configuration frontale. Donc là, je me suis posé la question, il faut absolument que je trouve un outil
un outil forcément numérique hein, qui puisse m'aider à gérer tous ces paramètres, notamment la gestion du temps, la gestion des activités, la gestion de la classe et surtout la rétroaction, qui était quand même assez réduite à mes débuts. Alors, en ressort donc la problématique, comment expliciter de manière efficiente, et j'insiste, de manière efficiente et pas efficace, parce que par abus de langage, on dit efficacité et efficience, mais l'efficience, c'est l'efficacité dans le temps. Donc on peut être efficace, mais ça peut prendre 2 ou 3 ans à s'installer. Mais dans l'efficience, on a quand même des exigences de fin d'année, des attentes de fin de cycle, des conseillers pédagogiques derrière nous, un directeur pédagogique, les parents qui insistent, etc. et des bulletins de fin de période, de fin de trimestre. Donc oui, on a une obligation, entre guillemets, de performance, même si je n'aime pas le terme, mais on est obligé de donner des résultats. Et on ne va pas mettre 3 trimestres pour qu'un enfant de CM2 sache écrire des millions, par exemple, ou qu'un élève de CE2 sache faire de la numération avec des cubes, etc., etc. Donc oui, on est tenu d'être efficace, mais dans une durée plutôt raisonnable. Alors, apprentissage explicite, on en parle depuis tout à l'heure. Alors, tout simplement, vu comment c'est dit dans les textes, c'est assez compliqué, même pour nous, de l'expliquer. Alors, c'est juste répondre à ces 4 questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le faire? Pourquoi le faire? Et comment le faire? Alors, ce qui est facile à dire, c'est quoi faire et quand le faire. Après, le cauchemar des enseignants, c'est expliquer le pourquoi aux élèves et qu'ils comprennent pourquoi ils font ça. Pourquoi on fait de la numération? Pourquoi on écrit des millions? Pourquoi on fait de la résolution de problèmes, etc., etc. Et expliquer le comment, c'est la démarche. Je rebondis encore une fois sur le témoignage de ma collègue d'avant, qui s'est penchée justement sur cette démarche-là en résolution de problèmes. Alors, les enjeux, quand on veut bien faire et quand on veut bien expliciter, on ralentit considérablement la leçon. On allonge le temps de consigne. Donc, au lieu que ça soit fait en 2 minutes, à force d'être sollicité à gauche et à droite, ça s'allonge. Certains élèves qui sont plutôt scolaires dans leur façon de faire s'attaquent directement sans pour autant se poser les questions qu'on se posait avant. Pourquoi je fais cet exercice? Pourquoi je fais de l'analyse grammaticale? Pourquoi je suis en train de faire une recherche sur les insectes, etc., etc. Et ils oublient le sens de ces tâches-là. Alors, nous, dans notre volonté de bien faire, à vouloir tout expliciter, on explicite trop et on tue l'apprentissage. Et du coup, on se perd dans le vocabulaire. Et les enfants, ils ont une attention limitée à cet âge-là. Ils ont quand même 9 ans, 10 ans. Leurs capacités cognitives ne sont pas forcément tout abouties. Et à force d'utiliser un vocabulaire et de reformuler, etc., en fait, on commence à répondre. Ils commencent à poser des questions sur l'explication. Et on en perd l'objectif de départ, qui est juste une consigne très simple. Alors, pour remédier à tous ces problèmes, ce n'est pas pour brosser un tableau complètement obscur, mais en fait, les solutions sont devant nous, mais il fallait quand même, trouver une solution par rapport à ça. Alors, il fallait que toutes les informations utiles soient à disposition des élèves, facile d'accès. On parle de matériel, d'emplacement dans la classe, de documents, que ce soit des fiches ou des classeurs ou un ordinateur ou une tablette, peu importe. Que les consignes soient claires, affichées dans un visuel qui est attirant, parce qu'on parle quand même d'un public jeune qui est attiré par les couleurs, etc. Que l'objectif soit formulé, mais que ça soit formulé sous une question. Parce que si nous, on se perd des fois en tant qu'enseignant, on explicite les choses didactiquement. Les enfants, ça ne leur parle pas trop. Donc en fait, il suffit de reformuler la chose sous une question qui est plutôt très simple et qui pourrait plus avoir écho que notre objectif de fiche de prep, comme on dit. Et qu'il y ait un repère de temps clair et visible. Alors là c'est là où rentre en jeu Classroom Screen.
C'est un outil formidable. Je tiens à préciser que je ne suis pas commerciale chez Classroom Screen. Donc, je fais l'éloge de l'outil parce que ça a sauvé ma pratique pendant plus de 4 ans. Donc, je vous laisse devant la présentation qu'en fait Lawrence Coopers, qui est le fondateur et qui, je précise, était d'abord un professeur de sciences. Donc, il a la vision plus ou moins pédagogique sur la chose. Hi everyone, thank you for joining this presentation. My name is Laurens and I'm the founder of Classroom Screen. Unfortunately, I can't be there today, but we are grateful that Hiba is representing Classroom Screen during this event. Before Hiba takes over, let me introduce Classroom Screen to you and tell you how it started. About 7 years ago, I came up with the idea of Classroom Screen. I was a teacher at the time and I wanted to show my instructions to my students in a clear and visual way, using the interactive whiteboard I had in my classroom. I could not find a tool for this, so I decided to build it myself. It started with a really simple website with only a few widgets, like a text box, a timer, the work symbols, and a clock, and a few nice looking backgrounds. But soon, more functionalities were added. 3 years ago, Sebastian joined me, and together we were able to create even more functionalities and new widgets that help teachers with all kinds of class activities. I have to say, without the feedback from our users, we could never have done this. Today, we have 19 widgets that you can put up on your screen, and with those widgets, you can create screens to set clear expectations, support your time management, stimulate engagement, and more. Our starting point is, and has always been, to provide a tool that is really easy to use, that supports teachers with their classroom management and class activities. I hope you will notice this during this presentation. Now I turn it over to Hiba, who will dive further into the possibilities of Classroom Screen. Enjoy! Alors la petite surprise de la matinée, c'est que c'était aussi une petite leçon d'anglais pour ceux qui auraient eu besoin des sous-titres. Alors il y avait les sous-titres, effectivement. Alors, Classroom Screen, c'est quoi? Alors, c'est un outil disponible en ligne, hein, ce n'est pas une application, qui est accessible gratuitement. Hein. Il y a une version gratuite qui est assez complète et une version pro qui vous permet en fait d'enregistrer les écrans que vous créez. Donc, c'est un outil de préparation en amont qui peut être intéressant. Alors, Classroom Screen, c'est 19 widgets qu'on peut utiliser. On verra tout à l'heure une petite vidéo de walkthrough. Pour justement la gestion du temps, la gestion de l'activité, etc. Il faudra enlever le son, s'il vous plaît, pour cette vidéo. Alors là, c'est un écran assez classique. On peut changer de background comme on veut. Vous allez voir qu'on a un minuteur à rotation, donc qu'on peut avoir à l'infini. On peut changer la taille des widgets comme on veut, les placer comme on veut. On peut même les pinguer pour que ça ressorte dans tous les écrans prochains. Alors là, on a une horloge classique. Là, bien sûr, ça nous évite d'écrire la date. Un petit calendrier. Un chronomètre avec des loops. Alors, tout ça, c'est vraiment de la gestion du temps. Hein. Ça dépend vraiment du genre d'activité que vous gérez. Alors là, on rentre dans la gestion de classe. Comme on a dit tout à l'heure, quand on parle d'animation, ben voilà, il faut que les enfants se rendent compte, hein, parce qu'ils sont dans l'activité, ils ne sont pas forcément conscients. Donc là, c'est une espèce de baromètre du son. On ajuste la sensibilité comme on veut. Et puis, ça fait un effet sonore qu'on peut choisir d'ailleurs. Et à chaque fois qu'ils l'entendent, ils se rendent compte que finalement, il faut baisser le ton. Et ça nous évite les chutes, les taisez-vous, il y a trop de bruit qui pourraient parasiter la leçon. Alors là, c'est vraiment des flags visuels, hein, pour que les enfants se rendent compte qu'il faut arrêter une activité, par exemple, ou qu'il faut, alors que le ton est vraiment monté malgré le baromètre et qu'il faut s'arrêter.
Là, c'est vraiment, ça dépend de l'activité. Si vous voulez qu'ils chuchotent, si vous voulez qu'ils travaillent en groupe, etc. Donc, c'est un visuel également. Là, en fait, c'est pour la participation. Si on a envie que, au lieu de choisir comme on a l'habitude de faire, ben, en fait, il suffit de noter les noms de la classe et il choisit un nom au hasard. Voilà. Et là, on a un nom à poser et on peut poser une question. Là, c'est pour créer carrément des groupes pour les activités. Ça nous facilite aussi la tâche. Alors là, c'est vraiment le widget qu'on utilise le plus. C'est là où on met nos consignes, nos exercices, etc. Déjà que ça nous évite de perdre du temps à les écrire au tableau. Et puis, quand on a plusieurs ateliers, ben, en fait, on a plusieurs widgets texte qu'on peut colorier comme on veut et c'est assez visuel. Là, en fait, c'est pour intégrer des vidéos carrément sans pour autant changer de fenêtre. Ouais, donc ça nous évite de sortir, de s'en mêler les pinceaux et qu'on reste surtout sur le même écran. Donc on peut agrandir quand on veut s'en servir et refermer. Là, c'est carrément quand on veut intégrer des codes iframe. Je ne sais pas si vous êtes familier ou pour créer des codes QR. En fait, des fois, quand on veut utiliser des applications en ligne, un peu comme Miset, Calculatis, etc., et qu'on ne veut surtout pas sortir, ben on intègre le code et on peut carrément jongler avec sur l'écran. Là, c'est pour intégrer, là j'ai choisi le système solaire, c'est pour intégrer les documents qu'on veut mettre en exergue. Donc on les utilise, quand on ne veut plus les utiliser, on le met de côté. Et là c'est l'outil qui nous a servi pendant cette longue période de confinement, pendant l'enseignement à distance, où on pouvait avoir carrément une caméra, sans pour autant aller sur Classroom Screen, etc., enfin sur Google Meet. On pouvait carrément voir l'enseignant directement dans l'écran. Donc là, c'est un petit plus pour ceux qui sont dans les cours à distance. Là, c'est par rapport à la rétroaction. Donc on peut lancer des poules, en fait des sondages à la fin de chaque leçon pour voir si des choses ont été assimilées. Alors on a le QCM, on peut juste avoir la réaction des enfants, s'ils ont apprécié la séance ou pas, etc. C'est toujours sympa de le savoir. On peut arrêter la vidéo, s'il vous plaît ? Alors, oui, utiliser Classroom Screen, mais qu'est-ce qu'on y gagne au fond? Ça a l'air sympa. Moi, pour l'avoir essayé pendant un bon bout de temps, je sens que je suis vraiment libérée de pas mal de choses dans la classe, ne serait-ce que la sollicitation des enfants, parce qu'ils ont tout devant eux. Et comme c'est très attirant, ben voilà, il y a toujours un petit temps d'adaptation, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça fonctionne très bien. Alors, donc moins sollicitation, je suis libérée pour aller vers des enfants qui en ont plus besoin. Les enfants sont nettement plus autonomes et il y a un gain de temps énorme. Alors, ça va en crescendo, vraiment. Il y a des activités que je prévoyais en 20 minutes en septembre, par exemple. On les fait en 15 minutes en janvier. Et 5 minutes pour chaque activité, dans une rotation de 5, ça fait quand même 25 minutes de gagné, qu'on peut plutôt exploiter pour autre chose. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au dernier code QR? Alors, je vais donner la parole à Nathalie Hector. S'il y a une conclusion, il vaut mieux attendre la conclusion. Non, là, exactement. Non, il n'y a pas de conclusion en fait. C'était juste pour avoir votre avis sur l'outil. Mais ça sera plus pour après. Je trouve super simple, en tout cas en termes d'ergonomie. C'est assez intéressant. Je pense que vous devez y gagner un temps fou, non? Ah oui, c'est extrêmement chronophage. Chronophage au départ peut-être pour la structure, mais oui. Je suppose après d'un cours à l'autre. Effectivement, on commence à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Et puis, il faut le savoir, c'est pas le genre de choses qu'on fait seul. On a besoin de ses collègues. On ne peut pas lancer une activité comme ça, enfin, en tout cas l'utilisation d'un outil pareil, et rester seul dans son coin. Il faut partager, et puis avoir 2, 3 cerveaux, c'est toujours mieux qu'un seul. Et puis, on mutualise quand même pas mal de préparation derrière. Ça a mis du temps pour convaincre, par exemple, mes supérieurs de l'utilité. D'ailleurs, pendant 3 longues années, je payais l'outil de ma poche pour avoir l'accès à la Pro version, pour justement enregistrer mes écrans et pouvoir les préparer à la maison au lieu de venir 45 minutes avant l'heure le matin et commencer pendant la pause déj l'après-midi pour préparer l'outil qui est en ligne. Et si toutefois il y a un souci informatique et tout part, il faudra tout revoir. Donc je me suis dit, allez, pour moins de 30 € l'année, c'était pas mal. Donc oui, j'ai mis du temps à convaincre certains collègues, mais ils le sont maintenant. Ils sont vraiment convaincus. Voilà. Du coup, est-ce que les élèves, est-ce que quand ils voient un professeur qui n'utilise pas l'outil dans le cadre de la salle de cours, et quand ils comparent selon les passages d'un cours à un autre, est-ce qu'eux-mêmes sont les premiers à dire aux profs, par exemple, hey, pourquoi on ne retrouve pas ce qu'on retrouve avec madame? Alors, je tiens à préciser que je travaille dans une école au Maroc, okay, et qu'on a des intervenants en anglais et des intervenants en arabe. Donc, je ne suis pas la seule prof titulaire de la classe. Alors, c'est vrai que le passage est assez brusque des fois d'un cours à l'autre. Alors, le défi était de convaincre justement les collègues, titulaires de la classe aussi, de l'utilité de cet outil. Après, je vous avoue que c'est toujours un challenge. Je n'y arrive toujours pas. Mais disons que les enfants ont fini par accepter que c'est plus par rapport à la pluridisciplinarité de mon cours, où on devait justement utiliser cet outil et que mes collègues pouvaient l'utiliser justement juste pour afficher une vidéo ou pour ça les a quand même séduits parce que ça leur évitait d'écrire au tableau. Mais c'est un peu plus un challenge pour les profs d'arabe parce qu'ils doivent écrire en arabe sur le clavier, etc., etc. Donc là, c'était vraiment autre chose. En tout cas, les collègues d'anglais qui sont plus à la page en termes de numérique étaient assez ravis de l'utilité de Classroom Screen. Voilà. D'autres questions ? Bonjour. Bonjour, oui. Donc, je suis enseignant en collège. J'utilise une solution qui est similaire à Classroom Screen, qui s'appelle OpenBoard, qui est open source. Oui. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Et du coup, ma question, c'est quelle plus-value vous trouvez à Classroom Screen par rapport à OpenBoard, s'il y a une plus-value? Alors, s'il y avait vraiment quelque chose que j'allouerais plutôt à Classroom Screen, c'est justement cette possibilité d'enregistrer les écrans. Pardon ? Sur OpenBoard, mais c'est nouveau, je crois. Ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, la création de plusieurs pages, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, il y avait un petit ping, je n'ai pas fait attention, il y avait un petit ping où on pouvait créer plusieurs pages dans le même écran. Après, c'est plus une question d'ergonomie. Je suis peut-être plus à l'aise avec Classroom Screen et vous peut-être plus à l'aise avec OpenBoard. Je ne dis pas que c'est la seule solution sur le marché, mais en tout cas, c'est celle avec laquelle j'ai été la plus à l'aise. Voilà, en termes d'ergonomie en tout cas. D'autres questions ? Moi, je me demandais s'il y avait une communauté Classroom Screen où les enseignants peuvent échanger des pratiques, en fait, parce que c'est un outil qui semble se prêter à différents types de pratiques. Vous le disiez vous-même avec vos collègues, oui. Vous ne l'utilisez pas de la même manière, donc il y a sans doute plusieurs scénarios possibles. Effectivement. Alors, est-ce que ça existe ou le but ultime, en fait, c'est de créer cette communauté parce que j'ai fait connaissance avec Laurence il y a quelques mois. Je l'ai sollicité justement pour l'événement. Il est seul avec un autre collègue développeur, donc c'est vraiment une petite start-up. Lui, il a carrément abandonné son métier d'enseignant pour pouvoir se libérer, se dévouer à son outil, qui à la base n'était juste qu'un petit écran avec un petit timer et un calendrier et une petite horloge. Donc ça a pas mal évolué depuis. Je tiens quand même à applaudir leur effort.
Et oui, effectivement, pour répondre à votre question, le but ultime, ça serait de créer une communauté, ne serait-ce qu'européenne au moins, ou, dans mon cas international, parce que je ne viens pas d'ici, mais effectivement pour échanger, peut-être qu'on découvrirait d'autres utilisations de l'outil, effectivement. Ah, c'est que je vous ai convaincu s'il n'y a pas de questions. Il y a une question là-bas. Oui, bonjour. Petite question entre donc la classe coopérative, donc ils avaient découvert, et donc la version Classroom Screen, pardon. Quel changement dans l'engagement, vous avez pu identifier une évolution positive dans l'engagement des élèves? Oui, alors déjà en termes d'ambiance, c'est deux ambiances différentes. Hein. La classe bouge, les enfants se déplacent, alors parce qu'on gagne en autonomie, donc on se déplace dans un mouvement plus ou moins ordonné. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'on sent que notre fonction, ou plutôt notre métier, est plus animé qu'avant, ça c'est clair. Et puis ça nous permet aussi de se déplacer et d'aller voir, parce que quand on est au tableau, on est loin, il y a des emplacements au fond de la classe qu'on ne visite quand on range la classe. Mais avec des élèves, ça nous permet aussi de nous mettre à leur niveau physique et mental, hein, et d'échanger avec eux, et ça leur permet aussi de se lâcher, en fait. Parce que quand on est au tableau, on paraît, comme moi sur mon estrade maintenant, je parais assez inaccessible pour les enfants. Mais quand on part à leur niveau, c'est vrai que l'échange change. Hein, et même, ils se permettent de dire des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre devant toute la classe ou devant 30 élèves. Voilà. Alors, je vais vous demander juste une dernière fois de sortir votre téléphone et de scanner le code QR. Donc la question est? La question est, est-ce que vous êtes convaincu que l'utilisation d'un digital board pourrait changer nos pratiques en classe? Même si c'est un petit pourcentage, hein, ça compte aussi. Mais pour les résultats, c'est là. OK. Super. Yes. Je vous remercie et j'espère vous revoir de l'autre côté. Super, merci infiniment et merci d'avoir fait le voyage depuis Casablanca. On a eu de la chance de vous avoir. Et